Bonjour ou rebonjour et merci d'être toujours avec nous en direct sur Bimax. On est très heureux de vous retrouver. On est en train de conclure cette grande journée porte ouverte à la découverte des 5 options du BTS. Et on va conclure cette grande journée par l'option métier du son. À mes côtés, Stéphane Goujon, professeur référent de l'option métier du son. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints en plateau. Et Niamour Anaïvozon, toujours à mes côtés, coordinateur pédagogique et professeur également de TES et de TMO dans l'option son. Merci à vous deux messieurs d'être là. On va dire un petit mot de l'option métier du son. Évidemment, ça nous parle, le son, mais qu'est-ce que c'est que le son au BTS audiovisuel? Qu'est-ce qu'on apprend concrètement, Stéphane? On apprend tous les aspects du son, forcément, tous les métiers du son. Il y a un S à métier, comme disait mon prédécesseur Gérard, pour les métiers de l'image. Il y a aussi un S à métier du son. On va donc aborder tous les domaines d'activité. Ils sont nombreux, il y a du son dans toutes les productions individuelles, la radio, la télévision, comme on est en train de faire actuellement, le spectacle vivant, je vais en oublier, donc la pub. On va balayer tout ça, évidemment. Voilà. C'est l'audiovisuel, donc forcément, dans l'audiovisuel, il y a audio. Il y a audio, forcément, et comme je disais à l'instant, tous les domaines d'activité vont être abordés. La captation, déjà, pour commencer, et c'est l'un des premiers métiers, on peut le dire, c'est le début de la chaîne de production. Alors, au niveau de notre pédagogie, nous, on essaye plutôt de faire ça par métier. On va commencer plutôt par les métiers de la radio. D'accord. Voilà, donc, on va commencer à faire des plateaux radio en direct, les journaux. Ensuite, quand on maîtrise à peu près le plateau radio, on va essayer de multiplier les exercices en simultané et se créer une chaîne complète de radio, comme on pourrait le faire pour la télévision. Se créer ce qu'on appelle un CDM, donc un centre d'émodulation, une sorte de régie finale, et avec plusieurs plateaux qui vont tourner en parallèle, etc. Et ça, c'est des exercices qu'on apprend dès la première année, dès le début de la formation. Les étudiants sont plongés dans le grand bain et commencent à manipuler sur les équipements. Ils sont là pour ça, Donc dès qu'ils arrivent, on les met en situation, notamment sur un tiers de la semaine, les 11 heures de TMO, en fait, on les met en situation et au fur et à mesure, ils font l'acquisition de leurs compétences pour arriver sur l'ensemble des chaînes de l'audiovisuel. Alors après, évidemment, ces exercices, il y a des tournages. On va aborder l'aspect, tournage, effectivement, tournage de fiction principalement. Utilisation des unités de tournage, le micro au bout de la perche, percher la bonne personne, suivre les comédiens, apprendre les dialogues, maîtriser évidemment l'enregistreur, soit en fiction un enregistreur portatif, soit en ce qu'on appelle l'ENG, le reportage de news enregistré sur la caméra, et donc faire des liaisons avec la caméra, pouvoir réécouter ce qui a été enregistré sur la caméra, pour être sûr, évidemment, que ce qu'on a envoyé a été bien enregistré. C'est mieux. Dans de bonnes conditions. Et il arrive parfois que ça ne soit pas le cas? Pas ici. Pas ici. Ça n'arrive jamais. Pas de ça chez nous. Et ce son, une fois qu'il est capté, il y a aussi une phase un peu de post-production dans la filière métier du son. Évidemment, tout ce qui a été capté et ensuite éventuellement monté si jamais ça a été tourné avec des images, ce qui n'est pas une obligation, on peut... donc ça va partir, au montage image, et une fois que le montage image est fini, ils vont nous renvoyer leur montage image avec les sons qui ont été captés lors du direct, montés en même temps que les images, et nous on va devoir peaufiner le montage qui a été fait au niveau du son, retravailler les transitions, éventuellement rajouter des bruitages, éventuellement rajouter des effets, de la post-synchronisation, etc. etc., etc. Voilà. Et quels sont les différents équipements qu'il y a ici au BTS pour que les étudiants puissent travailler? Donc je suppose qu'il y a du matériel, donc ça commence peut-être par des micros. Je dis ça bêtement. Voilà, il y en a sur nous présentement. Évidemment. Vous en avez un très joli, monsieur Joachim. Des micros, évidemment, ils sont tous différents les uns des autres. On ne va pas utiliser n'importe quel micro dans n'importe quelle condition. Il y a des micros pour faire de la télévision sur un plateau, il y a des micros pour faire des reportages, il y a des micros pour faire de la fiction. Il y a des micros pour capter des spectacles, il y a des micros, ils sont tous différents, ils sont nombreux. On a un très bel éventail de tout ce qui peut se produire. Et donc, on va évidemment apprendre à choisir le bon micro en fonction de sa sensibilité, sa directivité, sa taille. Est-ce que
mettre un micro sur un bord de scène pour capter ce qui se passe sur la scène, s'il est trop gros, ça se voit et c'est pas possible. Ouais. Alors, on parlera des autres équipements qu'il y a au BTS parce qu'au niveau du son, les micros, ce n'est qu'un début. Et est-ce qu'on peut peut-être parler aussi du traitement du signal audio qui est largement étudié et qui est capital dans cette filière? Ah, c'est pour moi, pardon. Oui, peut-être. Eh ben, oui, Pour faire un peu le lien avec oui, bien la sûr. technique des équipements et des supports. Alors oui, le traitement audio, aujourd'hui, c'est essentiellement de l'audio numérique. Donc tout à l'heure, on parlait de est-ce qu'il faut avoir son matériel, est-ce qu'il faut acheter du matériel. Là aussi, comme pour les autres filières, nous sommes équipés. On a des box de traitement post-prod son en stéréo, en 5.1, avec des logiciels qui coûtent, un logiciel particulièrement qui coûte assez cher. Donc là, on ne demande pas aux étudiants d'acheter ça, d'avoir ce matériel-là. Évidemment, s'ils en ont chez eux, c'est un plus. C'est bien, mais c'est pas une obligation. Mais c'est pas une obligation en soi. D'autant qu'encore une fois, on l'a déjà dit, mais on redit, les étudiants, à partir évidemment d'un certain niveau de compétence, ont accès à tout ce matériel en dehors des heures de cours et donc peuvent travailler dessus sur des projets qu'on propose ou des projets qu'eux peuvent proposer. Évidemment, il faut qu'on ait un droit de regard là-dessus parce qu'on est dans un établissement scolaire, donc on ne peut pas tout faire n'importe comment non plus. Mais voilà, ils ont accès à tout ce matériel-là qui peut être assez onéreux. Donc les micros, du matériel de tournage, on l'a dit, donc des salles de post-production, donc de mixage. Il y a aussi des plateaux de télévision, donc des régies audio. Évidemment, ici, on a 2 plateaux de télévision. Chaque plateau de télévision a forcément une régie vidéo, mais aussi une régie son, qui est équipée de consoles numériques, de récepteurs de micro-HF, de divers traitements, d'un système d'intercommis. On n'en parle pas assez. On dit souvent que les métiers de l'audiovisuel, c'est les métiers de l'ombre. Et à l'intérieur de ces métiers de l'ombre, il y a encore des métiers qui sont encore plus dans l'ombre. C'est tout ce qui est système de communication. Si les techniciens ne peuvent pas communiquer entre eux, l'émission ne peut pas avoir lieu. D'ailleurs, vous avez également une très jolie oreillette. Je pense que c'est le plus bel exemple. Évidemment, voilà. Je suis évidemment équipé, vous la voyez ici, d'une oreillette qui me permet de communiquer avec la régie. Et tout cela, c'est géré par les étudiants en option métier du son. Et puis ça doit être bien géré parce qu'évidemment tout ce que vous entendez là, tout ce que tu entends ne doit pas passer à l'antenne. Donc il faut bien faire le tri, le cheminement de l'information, puis gérer les niveaux parce que sinon on sera obligé d'enlever l'oreillette qu'on va pendouiller. Donc voilà, par exemple, il faut bien faire ça. Et tout ça, ça vient tout au long de l'année, mais peut-être que quand on arrive en BTS audiovisuel métier du son, on n'a pas forcément pratiqué sur des micros professionnels, on n'a pas forcément pratiqué derrière des consoles professionnelles, on n'a pas forcément eu accès à tout ce matériel. Qu'est-ce que vous demandez à un étudiant qui arrive au début de la formation? Est-ce qu'il doit absolument avoir déjà manipulé un micro, manipulé derrière une console audio? Évidemment que non. On ne demande absolument aucun prérequis technique. Voilà, mais même, j'ai envie de dire au contraire, parce que effectivement, les métiers du son sont un peu des métiers qui font rêver. Et on se voit déjà en tournée ou avec des artistes, avec en tête d'affiche, etc., faire des tournées internationales. J'ai oublié la question. La question c'était est-ce qu'on doit avoir son propre matériel? Je rebondis sur ce que Diamo disait tout à l'heure. Alors, par exemple, est-ce qu'il faut être musicien? Non, on n'est pas obligé d'être musicien. C'est bon d'avoir une certaine sensibilité artistique, mais la musique n'est pas une obligation. On n'est pas obligé de pratiquer un instrument pour rentrer en métier du son. C'est une question qui revient souvent. C'est une question qui revient souvent, effectivement. On n'est pas un conservatoire. C'est bête à dire, mais c'est vrai. On n'a pas besoin d'avoir une petite pratique musicale ou artistique, au sens plus large du terme. Ça peut, oui, évidemment, ça va aider si on a un peu l'oreille, si on a un peu le sens du rythme. Ça va nous aider au moment de faire des montages son, de faire des transitions, de rechercher la bonne illustration sonore qui va coller parfaitement au bruit du buzzer, etc. Enfin, allons voir tout ça justement concrètement. On va se rendre dans un autre endroit du BTS dont on n'a pas encore parlé, qui est à quelques pas d'ici. C'est l'auditorium du BTS et des studios Jacques Prévert. Et je crois que c'est là que nous attend Clément. Clément, tu es avec des étudiants de l'option métier du son.
Alors, c'est dommage, Clément, mais on ne t'entend pas. Et donc voilà, concrètement, un problème de son en direct que vous pouvez vivre puisque on est en direct. C'est vraiment, ça tombe mal, mais c'est presque la meilleure façon de vous montrer ce qui se passe. On va remercier Clément, on te retrouvera un petit peu plus tard dès qu'on aura rétabli la liaison, Clément. En tout cas, est-ce qu'on peut peut-être dire qu'il y a différents projets tout au long de l'année qui permettent aux étudiants métiers du son de sortir aussi de leur salle de mixage, du tournage et de l'auditorium, et qui permet de travailler aussi avec les autres options en collaboration? Il y a des projets où il n'y a que les étudiants de métier du son qui vont avoir lieu. Effectivement, on fait des sons, des montages et d'enregistrement de fiction sonore, par exemple, ou de dramatique radio, en autonomie entre étudiants métiers du son. Et évidemment, vu qu'il y a plusieurs options, on est un des rares BTS à avoir les 5 options, on va essayer de travailler le plus possible avec les autres options. Avec les images, M. Mercier et Gérard en parlaient tout à l'heure, son partenariat avec le Louvre, des tournages de fiction également. On va aussi travailler avec les métiers techniques d'ingénierie, on va se faire des plateaux de télé ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme projet? Je vais forcément en oublier. Évidemment, il y a des plateaux télé, il y a des tournages de reportages, on l'a dit. Est-ce qu'il y a également des captations, peut-être, extérieures? Il y a des captations extérieures. Tous les ans, on va à l'extérieur, donc capter une pièce de théâtre, un concert, un événement sportif. Là aussi, il y a besoin d'étudiants de toutes les options, des gestions de production, des techniques d'ingénierie et exploitation des équipements, évidemment, des étudiants métiers du son, des cadreurs qui sont très généralement des étudiants d'image, etc., etc. Et donc on apprend à travailler aussi avec les autres. En équipe. Ça peut servir pour maîtriser toute la chaîne. Niamou, est-ce qu'on peut peut-être dire un mot des profils qu'on recherche et des attentes qu'on a sur les candidats de l'option métier du son? Est-ce qu'il y a des caractères, des profils et aussi au niveau de la formation, pour les futurs bacheliers, on leur souhaite et on l'espère, peut-être des spécialités à avoir choisies? Est-ce qu'un profil scientifique est absolument indispensable? Indispensable. Disons que oui, nous recrutons des profils plutôt scientifiques et plutôt des techniciens. Donc pour ceux qui sont pour l'enseignement général, on demande à ce qu'il n'y ait pas un abandon complet des sciences et des mathématiques. Donc avoir une spécialité en sciences, mathématiques ou même en option. Parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose souvent. Voilà, je fais la spécialité audiovisuelle et à côté, je fais sciences éco ou sciences humaines. Est-ce que avec ça, je peux prétendre à postuler au métier du son? Donc c'est vrai que nous souhaitons, du fait des exigences techniques et scientifiques de la formation, et donc nous nous orientons plutôt vers des profils scientifiques, en tout cas pour la formation initiale, parce que nous avons les formations en alternance, les mêmes formations des 5 options en alternance, et là c'est un peu différent, mais pour la formation initiale, nos candidatures c'est plutôt des profils scientifiques. Et après, évidemment, les bacs technologiques, industriels et les bacs pro, mais alors plutôt orientés électronique numérique. Et alors justement, tous ces profils différents composent la promotion de l'option métier du son. Je vous propose qu'on aille les rencontrer puisqu'on a retrouvé la liaison et j'espère que cette fois-ci on va l'entendre avec Clément qui nous attend du côté de l'auditorium des studios Jacques Prévert. Clément, dis-nous où tu te trouves et ce qui se passe dans cet endroit. Alors j'espère que le son marche cette fois. On est dans une salle un peu spéciale, c'est l'auditorium. Pour en parler avec nous, Emma, cette salle elle est un peu spéciale, explique-nous pourquoi. Alors cette salle c'est une salle un peu particulière au niveau du BTS parce que c'est une salle insonorisée faite spécialement pour le mix et surtout le mix 5.1, pardon. C'est quoi le mix 5.1? C'est un terme un peu technique, tu peux expliquer pour ceux qui nous regardent? C'est un terme technique mais très simple en fait, c'est qu'on a 5 enceintes, 2 derrière, 2 devant et une au centre avec un sub en plus qui est fait pour les sons graves du coup qui est en bas. Et du coup c'est un mixage assez commun. Pour faire simple, c'est un peu comme ce qu'on a au cinéma. C'est tout à fait ce qu'on fait au cinéma. C'est une salle où on pourrait mixer des films pour le cinéma. Et justement, derrière toi, il y a un étudiant qui s'appelle Antonin, qui est en train de mixer une fiction. Explique-nous un peu, là, il y a beaucoup de boutons, c'est assez immense. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche? Est-ce que tu connais chaque bouton? Dis-nous un peu ce que tu peux nous raconter. En soi, ouais, ça peut faire très très peur de voir autant de boutons au départ. Sauf que, une fois qu'on connaît une tranche, qui est cette partie, on sait que ça se répercute sur tout le reste de la console. Il y a juste cette partie qui est un peu plus spécifique, mais il suffit de regarder un petit peu comment ça marche, de jouer 2-3 fois avec, et puis on s'y habitue très vite. Là, c'est du matériel professionnel que vous apprenez à utiliser en TMO. C'est ça.
Ça prend combien de temps par semaine? Redis-nous un peu ce que vous apprenez. Bah, pour la partie mixage 5.1, ça fait, on a passé 2-3 mois cette année avec un intervenant à tous les vendredis faire que ça. Et c'était vraiment intéressant. On a fait toute la partie post-production d'une fiction. Alors justement, là, les étudiants sont sur de la post-production, mais sur les sondiers ne font pas que de la post-production, ils sont aussi présents sur les tournages. Tu peux nous en parler? Vous faites des fictions, des reportages, vous faites plein de choses lors du tournage, pas après. Oui, lors du tournage, on a notre matériel, on a nos perches, on a nos mixettes et on va prendre le son avec les images afin de pouvoir après du coup le mixer dans ce type de salle. Et c'est très important de faire toutes les étapes parce que du coup on peut voir chaque étape de notre fiction, de notre reportage, de notre production et ça nous permet à la fin d'être vraiment fiers de ce qu'on fait. C'est mieux que juste avoir des sons et de les mixer juste derrière. C'est ce qui t'a attiré un peu dans cette option de pouvoir être là pendant et après aussi? Exact, je pense que c'est ce qui a attiré la plupart d'entre nous, c'est de pouvoir tout faire de A à Z si on veut, c'est de prendre le son dès le début et de le transformer jusqu'à la fin. Parce qu'on a plein d'effets, on a plein de choses à faire lors du tournage et après le tournage pour que ça soit le mieux possible et que tout se déroule bien. Vous le voyez encore une fois, les étudiants du BTS audiovisuel de Boulogne-Billancourt, quelle que soit leur option, se doivent d'être extrêmement polyvalents. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup de nous avoir fait partager un petit environnement des studios Jacques Prévert, en l'occurrence l'auditorium dans lequel les étudiants passent beaucoup de temps. Il y a aussi, donc, on le disait, des plateaux radio, c'est ça qui sont montés de façon ponctuelle dans l'année. Voilà. Non mais c'est un des autres exercices puisqu'on a parlé de la télévision, on a parlé de la fiction, on a parlé du tournage. Donc la radio, c'est quand même l'un des domaines d'activité importants en ce moment. C'est un domaine d'activité qui embauche beaucoup au jour d'aujourd'hui et il ne faut pas le négliger. Voilà, je vais juste rajouter un petit point sur l'auditorium. On est un des rares BTS audiovisuels à avoir ce genre d'équipement, un auditorium équipé en 5.1 avec des trappes de bruitage et on peut pouvoir enregistrer et bruiter un film parce que Emma disait qu'on pouvait mixer du ciné, mais oui, cette salle est faite pour ça. Et les étudiants travaillent mixer, sur ce type enregistrer, doubler, on peut tout faire, tout ce qui est dédié à la fiction et au cinéma dans cette salle. Et donc Niamou, on l'a vu, là on vient d'en parler pendant quelques minutes, il y a énormément finalement de métiers différents, c'est le cas pour toutes les options, mais là en son, on le voit, il y a plein de métiers qui découlent de cette formation. En faisant l'option métier du son, quel métier est-ce qu'on peut exercer après la formation ? Partout, on a besoin de son. C'est vrai. Non, mais ça On va. va commencer par ça. Oui, bien sûr. Mais après, ça dépend. J'ai envie de dire, ça dépend des affinités. On peut travailler dans le spectacle vivant, on peut travailler en studio, on peut travailler en télé, on peut travailler en radio, comme preneur de son, comme mixeur, comme ingé son. Enfin. Il y a une liste infinie, pas infinie, mais il y a une très grande liste de différents métiers du son, donc ça dépend vraiment des affinités. Et c'est vrai que il y a ceux qui se forment par cette filière-là, mais on a vu tout à l'heure les TIE, par exemple, qui est aussi une façon d'aboutir sur ces métiers du son. Alors, on n'ira pas... Ça ne sera pas poussé aussi loin que ceux qui sont dans cette formation-là, mais qui permettent aussi d'aboutir quelque part à ce métier du son, soit par une suite de formation, une troisième année, enfin voilà. Justement, sur les poursuites d'études, quelles sont les différentes poursuites qui peuvent exister ? Est-ce qu'on continue en préparant un concours d'une grande école ? On en parlait tout à l'heure pour l'option métier de l'image. Est-ce que là aussi, pour le son, ça s'applique ? Ça s'applique aussi. On a des étudiants qui entrent dans les grandes écoles de l'audiovisuel, comme je disais ce matin. Hein. Chaque année, on en a. Alors, pas directement, en tout cas pour les grandes écoles, pas directement en sortie de BTS. Il faut un peu de temps pour préparer le concours. La formation que nous dispensons ici est un socle assez solide pour préparer ces concours-là d'un point de vue technique. Pour le reste, alors soit les étudiants qui souhaitent préparer ça vont à l'université pour une année de licence. Certains s'orientent aussi vers une année de licence professionnelle en spectacle vivant, radio, enfin en fonction de leurs affinités là aussi. Et puis d'autres complètent leur bagage en repassant une deuxième année de BTS en fait, mais dans une autre section. C'est aussi une possibilité. On a eu un étudiant qui était en métier du son, puis il a eu son BTS métier du son, puis qui après a repassé une deuxième année en alternance, cette fois-ci, dans la formation en alternance en métier de l'image, parce qu'il avait un projet professionnel qui nécessitait cette double compétence-là, et donc c'est aussi une possibilité. Alors, quelles sont les qualités pour être un bon sondier ? Quels sont les caractères qu'on va rechercher chez les étudiants ? Par exemple, les étudiants pourraient très bien se demander, est-ce que j'ai le profil pour être un bon sondier ? Qu'est-ce que c'est qu'être un bon sondier ? Sondier, je précise, quelqu'un qui exerce un métier du son.
Ah, c'est bien de le préciser. Oui, c'est mieux, oui. C'est mieux. Sondier, c'est un peu. Donc un bon technicien du son, ça fait cliché. On en a parlé tout au long de l'après-midi, mais c'est quelqu'un qui sera passionné par ça, qui a de la patience, de l'écoute, qui est aussi, comme les TU, on est aussi là, on doit mettre très rapidement dans des conditions parfois difficiles, mettre en œuvre les choses et faire en sorte à ce que ça fonctionne. Donc il faut quelqu'un de très réactif, qui est passionné par la technique, pro-technique. Il faut tout le temps être en avance, tout le temps faire une veille technologique importante et avoir une culture technologique. Mais en plus de cette culture technologique-là, finalement, on a aussi besoin de la culture artistique et audiovisuelle parce qu'on sera amené à travailler, à côtoyer, à faire en sorte à ce que les aspects artistiques du produit final, en fonction de ce qu'on cherche à faire, correspondent aux attentes de la réalisation des commanditaires du produit. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi un aspect important dans les métiers du son, d'avoir cette curiosité artistique et cette affinité avec les aspects artistiques. Et petite question quand même, moi demain j'ai envie de devenir sondier, est-ce que ça recrute après le BTS? Est-ce que j'ai la possibilité d'exercer directement métier d'ingénieur du son ou pas? C'est une question que j'ai envie de vous poser quand même pour les futurs candidats qui nous regardent. Tout dépend le type de métier auquel on se dit, on souhaite aboutir. Voilà. Effectivement, en sortant de BTS, on ne sera pas directement derrière la console, dans une régie de télévision. Ça va être très difficile, ou à la radio, où que ce soit d'ailleurs. Par contre, on peut se faire recruter en tant qu'assistant et on va faire ses classes. Et puis, au bout de quelques années, on va pouvoir évoluer dans un premier temps, opérateur son, puis mixeur antenne, sans problème. On peut trouver du travail, on trouve du travail juste après le BTS, sans trop de difficultés. Et la motivation, c'est aussi un élément important ? Comme on a dit tout à l'heure, oui, bien sûr, c'est un métier de passion. L'audiovisuel en sens large, mais là particulièrement, c'est un métier passion parce qu'on sera amené à commencer très tôt sa journée, voire très tard la nuit sa journée, pour finir très tard le lendemain sa journée. Donc si on n'a pas de passion et de motivation, on ne peut pas faire ça. Et des passions, il y en a beaucoup. Petite question, combien vous recevez de dossiers ? Est-ce qu'on peut le dire ? Est-ce qu'il y a beaucoup de dossiers ? On le rappelle, il n'y a que 12 places. Il n'y a que 12 places dans la formation initiale. De mémoire, j'ai envie de dire que l'année dernière, on a dû recevoir 1400 ou 1500 dossiers. Donc ça fait beaucoup de candidatures. Et qu'est-ce qui peut faire la différence sur une candidature ? Qu'est-ce qui peut retenir votre attention ? Et s'il y a un conseil qu'on devait donner à celles et ceux qui nous regardent ? Dans notre commission de recrutement, en tout cas pour le son, on fait la part égale entre trois aspects. Évidemment, le scolaire, les notes, les appréciations. Parce que quand on est beaucoup absent, quand on n'est pas impliqué dans la formation, ça sera compliqué d'être impliqué dans la profession, même si on se dit ou on a l'impression d'être passionné. Il faut cette implication-là. Donc on regarde les notes, les appréciations, le comportement face au travail, donc par rapport à ces appréciations. Et puis après, en détail, on décortique vraiment la lettre de motivation sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on a déjà cette affinité au son ou on cherche à le découvrir ? Et dans ce cas-là, si on cherche à le découvrir, pourquoi ? Quel est notre projet notre projet scolaire, de formation et projet professionnel ? Pourquoi on veut faire ça ? Parce que, encore une fois, j'insiste, c'est un métier passion. Et puis là, ça nous permet, c'est vrai que maintenant, on n'a plus l'entretien dans notre processus de recrutement. Avant, on avait cette possibilité d'avoir un entretien en tête-à-tête avec tous nos candidats que nous recrutons, qui nous servait plus d'ailleurs d'entretien d'orientation que vraiment d'entretien de sélection, parce que cette formation-là, cette option-là, a la particularité d'être la plus proche de ceux qui ont envie de travailler en tant que technicien dans la musique ou en tant que musicien. Il n'y a pas vraiment de formation diplômante sur ça, ou alors dans les conservatoires, mais ça ne sera pas un diplôme national. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de candidats qui postulent là pour cette option en ayant l'impression qu'ils vont travailler dans le spectacle vivant, autour de la technique dans le spectacle vivant et uniquement ça, ou alors dans les studios de musique et uniquement ça. Mais on vient de le voir, ce n'est qu'une part infime de la formation, j'ai envie de dire. Il faut vraiment accepter qu'on se forme sur l'ensemble des métiers du son pour les 2 années. Et aujourd'hui, les anciens
qui sont passés par cette formation ici à Boulogne, mais dans tous les BTS, qu'est-ce qu'ils deviennent? Par exemple, quel métier ils exercent aujourd'hui? Quelles sont les suites après le BTS? Prof. Alors pas que, mais Pas c'est que, possible, oui, c'est il y en une a. possibilité. Effectivement, pour certains intervenants, pour les formations métiers du son, on recrute parmi nos anciens, ça arrive assez... C'est pratique. On pioche dans le vivier. Exactement, et puis c'est les meilleurs de toute façon. Donc, ils sortent d'ici. C'est un peu chauvin aussi. Et donc, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces anciens, après? Quel métier ils exercent et où est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent dans les grandes chaînes de télévision nationales françaises, ils travaillent chez les prestataires, ils travaillent dans les salles de spectacle. Alors, prestataires audiovisuels, donc des régies mobiles qui vont se déplacer sur les lieux des événements. À la radio aussi? À la radio aussi, bien sûr. Ils travaillent également dans les prestataires événementiels, donc les conférences, les concerts, partout, dans tous les lieux où il n'y a pas prééquipé, comme on dit, où il va falloir installer ponctuellement des sonos, etc. Donc ça fait plein d'horizons pour celles et ceux qui s'intéressent au métier du son. Et donc je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Des mots peut-être? Non, juste, je voulais dire, par rapport à ça, justement, on est dans un secteur là de l'audiovisuel, enfin en tout cas pour la formation de l'audiovisuel, où on a encore le choix et on a encore, malgré l'exception du moment, bien sûr, mais on a encore la possibilité de trouver du travail. C'est encore un secteur qui recrute énormément. Et donc, beaucoup ont le choix de leur travail, ne subissent pas leur travail à condition d'être passionnés par ça. On a quelques étudiants qui, par exemple, sortis d'ici, préfèrent faire le tour du monde et ils savent que quand ils vont revenir, ils auront du travail. Parce que la formation est qualifiante. Parce que la formation est qualifiante. Et même si on a l'aspect intermittence du spectacle qui est un statut un peu particulier et qui peut faire peur aux familles, il ne faut pas que ça limite, il ne faut pas que ça soit bloquant parce que c'est un secteur qui recrute et qui fonctionne et où on a encore la chance de pouvoir choisir son travail et vivre correctement de son travail. Et dans l'option métier du son, comme dans toutes les options qu'on vient d'évoquer tout au long de l'après-midi, on peut travailler en tant qu'intermittent du spectacle, donc c'est important. Tout à fait. Et on peut parler de tout ça évidemment pendant de longues heures, mais je pense qu'on n'aura pas le temps malheureusement d'aborder tous ces sujets. Mais je pense qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions concernant l'option métier du son. Merci beaucoup Stéphane Goujon d'être venu en plateau pour en parler. Merci Niamour Anaï Vezon de nous avoir accompagnés également le temps de cette demi-heure consacrée au métier du son, qui était le dernier focus que l'on a fait sur les différentes options qui se trouvent ici au BTS audiovisuel de Boulogne. Je crois que dans un instant, on va retrouver Clément qui est en direct de la régie, puisque je crois qu'on approche de la fin. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour conclure cette grande journée spéciale en direct sur Bimax.